Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des personnages les plus illustres de l'histoire européenne. Vu par beaucoup comme le visionnaire d'une Europe unifiée, un héros, un grand chef, ou même encore comme l'inventeur de l'école. Vous allez découvrir son histoire. Et évidemment, vous allez vous rendre compte que l'image qu'on a de Charlemagne telle qu'elle est ancrée dans notre imaginaire collectif, elle est en fait assez éloignée de la réalité. C'est parti pour l'histoire de Charles Ier le Grand, dit Charlemagne. Charles naît... en fait, on sait pas. Ouais, en fait, ça commence déjà mal. On ne sait ni sa date ni son lieu de naissance. Pour la date, on parle d'avril 442, ou bien 447, ou même encore 448. Et pour le lieu, là encore, on ignore le lieu exact. Mais certains penchent pour le palais de Quercy, un ancien palais carolingien, aujourd'hui disparu. Mais encore une fois, on n'en sait rien, et ça va être le cas pour quasiment toute son enfance, puisqu'au final, on sait très peu de choses sur sa jeunesse. En revanche, il y a quelque chose que l'on connaît bien, ce sont ses ancêtres. Car le grand-père de Charlemagne n'est autre que Charles Martel. Vers les années 730, le chef militaire franc Charles Martel est ce que l'on appelle un maire du palais, un équivalent aujourd'hui pour Premier ministre. Il a donc beaucoup de pouvoir, il conseille le roi et peut même sans son autorisation lever des armées ou bien rendre la justice. Au même moment, le sud de la France doit faire face aux attaques répétées des Arabes venus d'Espagne, l'Espagne qu'ils avaient conquis auparavant dans les années 710. Ces incursions se caractérisent sous la forme de pillage, les Arabes viennent davantage en France pour les richesses que pour véritablement s'installer. Jusqu'en 732, où Charles Martel livre la célèbre bataille de Poitiers, une victoire éclatante qui aurait arrêté net l'invasion musulmane. Or, dans les faits, c'est pas totalement ça. Martel va immédiatement après sa victoire aller informer tous les seigneurs et barons de son éclatante victoire, ce qui lui conférera encore plus de pouvoir jusqu'à presque égaler le roi. La bataille de Poitiers sera évidemment réutilisée tout au long de l'histoire, mais en réalité la légendaire bataille de Poitiers n'est peut-être pas une victoire aussi éclatante que ça. On parle de bataille comme si c'était deux armées qui s'étaient affrontées, alors qu'en réalité c'est plutôt une embuscade ou une escarmouche. Beaucoup de sources relatent l'affrontement du côté occidental, mais ça reste assez vague. Et de l'autre côté, celui du califat omeyyade, c'est encore moins documenté. Quoi qu'il en soit, les incursions continueront encore après la bataille de Poitiers, montrant que non, Charles Martel ne les a pas arrêtés ce jour de 732, mais la bataille de Poitiers s'inscrit tout de même dans la période d'essoufflement des invasions arabes en Occident. C'est donc une bataille qui a contribué à petite échelle à la fin des incursions arabes en France. Mais non, ce n'est pas une gigantesque bataille légendaire qui marque la fin, une bonne fois pour toutes, de toutes ces invasions. Voilà, c'était une sacrée digression. Martel donc, qui porte désormais ce nom grâce à son fameux marteau, va se retrouver élevé quasiment au même rang que le roi, mais il continuera de le servir en tant que maire du palais. Mais pour son fils, Pépin, c'est différent. Il récupère son titre de maire du palais, car ce titre était à l'époque héréditaire. Mais cette fois, il use de son influence pour renverser le roi Childéric III, qui devenait un petit peu mou du genou, surtout depuis que le père de Pépin avait réussi à faire de l'ombre au roi. Pépin prend le pouvoir avec l'aide du pape en 751 et devient roi des Francs, connu sous le nom de Pépin le Bref. Le départ de Childéric III marque donc la fin de la dynastie des Mérovingiens et l'avènement de celle des Carolingiens. Avec sa femme Bertrade de Laon, et on ne se moque pas des noms de l'époque. Avec sa femme donc ils auront 7 enfants, dont Charlemagne et un certain Carloman, mais lui on en reparlera juste après. Bertrade de Laon, ça ne vous dit peut-être rien comme ça, mais si je vous dis Berthe au grand pied, là normalement ça parle à plus de monde. Enfin bref, tout ça pour dire que Charlemagne il ne descend pas de n'importe qui. Comme dit plus tôt, on ignore beaucoup de choses sur l'enfance du petit Charles. On sait juste qu'il accompagne régulièrement son père aux 4 coins du royaume franc. Pépin le Bref meurt en 768, son royaume revient donc à ses fils. Oui, là on s'attaque à un truc assez idiot que j'ai jamais compris. Bon, par la suite, et encore aujourd'hui, quand un roi meurt, c'est souvent son premier fils ou sa première fille qui reprend le trône. Bon bah, c'était pas le cas à l'époque. Quand Pépin meurt, son royaume est coupé en deux. D'un côté, une partie proche du littoral que récupère Charlemagne, et la seconde partie dans les terres que récupère son frère Carloman. Et oui, ça y est, on en parle. Pépin avait espoir que ses deux fils puissent bâtir ensemble un grand royaume. Problème, les deux hommes ont un caractère qui les oppose. Charlemagne est impulsif et belliqueux,
alors que son frère lui est plutôt calme. Les deux frères vont violemment se disputer et seule leur mère parvient à les calmer, ce qui va éviter une guerre civile. Mais les relations entre les deux royaumes sont de plus en plus tendues, et alors que la guerre semble inévitable, la situation va finalement se régler de manière assez inattendue. En 771, à seulement 20 ans, Carloman est pris de violents malaises et meurt soudainement sans que l'on sache réellement la cause de sa mort. Mort naturelle ou bien empoisonnement, ça on ne saura jamais. Mais c'est une chance pour Charlemagne qui du coup récupère le royaume de son frère pour n'en former plus qu'un. Charles est désormais à la tête du royaume des Francs, mais doit faire face à un nouvel ennemi. Il vient en aide au pape qui se sent menacé par un certain Didier des Lombards, roi des Lombards, un peuple germain qui était descendu vers le sud et qui occupait à ce moment le nord de l'Italie. Le pape demande alors le soutien des armées carolingiennes de Charlemagne pour repousser les Lombards qui menacent Rome. Rappelle que c'est grâce à la papauté que le père de Charles est devenu roi, donc forcément il peut pas trop refuser. Il va alors traverser avec des milliers d'hommes les Alpes, avant d'arriver en Italie et de repousser l'armée des Lombards. Le roi Didier se retrouve alors assiégé dans la capitale de Lombardie, Pavie. Charles profite de ce long siège pour visiter pour la première fois Rome. Là, il découvre et est fasciné par les vestiges de l'Empire romain. Et c'est à cet instant qu'il se dit que ça serait pas mal d'avoir un royaume aussi grand que les Romains. Il se met donc à convoiter un titre d'empereur qui n'existe pas encore. Car oui, pour rappel, l'Empire romain s'est effondré 300 ans avant. L'Empire romain existe toujours à l'époque de Charlemagne, mais il s'agit de l'Empire romain d'Orient. Et le cœur de cette partie orientale se situe à Constantinople, ville qui deviendra Istanbul. Mais l'Empire romain d'Occident, celui avec pour cœur la ville de Rome, lui a bien disparu. Et Charlemagne se met en tête de fonder un nouvel empire pour concurrencer l'Empire romain d'Orient. Entre-temps, le siège de Pavie est terminé. Le roi Didier est capturé et passera le reste de ses jours enfermé. Charlemagne récupère alors son titre et devient roi des Lombards, en plus de son titre de roi des Francs. C'est le premier pas vers la création de son empire. Charlemagne va ensuite vouloir continuer d'agrandir ses frontières, avec des expéditions notamment en Espagne, mais qui ne mèneront à pas grand chose. Mis à part une embuscade dans laquelle meurt le comte Roland, un événement qui inspirera la célèbre chanson de Roland. Et suite à cet affrontement avec le califat omeyyade d'Espagne, Charles va se rapprocher d'Haroun al-Rachid, calife abbasside de Bagdad. Car de la même manière que le monde chrétien n'est pas unifié, c'est pareil du côté de l'islam, et comme l'ennemi de mon ennemi est mon ami, du coup, Charlemagne entretient de bonnes relations avec le calife de Bagdad. D'ailleurs, ce dernier lui fera parvenir de somptueux cadeaux, notamment un éléphant. Ouais, Charlemagne avait un éléphant. Mais le plus important va se jouer à l'est de son royaume, en Saxe. Ces terres sont en effet encore habitées par une majorité de païens. Et Charlemagne, lui, il aime pas trop les païens. Oui, ça va être un passage qui ne lui fait clairement pas honneur. Il se lance donc dans une gigantesque entreprise de christianisation. Et il n'y va pas par quatre chemins. Il fait détruire les lieux de culte des païens et crée des groupes de soldats accompagnés de prêtres chargés de se rendre dans les zones encore non chrétiennes pour y convertir tout le monde par la force. La répression y est féroce. Les hommes de Charlemagne brûlent des maisons, rasent des villages et réduisent en esclavage tous ceux qui refusent de se soumettre à Dieu et au roi. Du côté des païens, la résistance s'organise. C'est une véritable guerre de guérilla qui atteint son paroxysme en 782 à Verden, où Charlemagne lui-même ordonne l'exécution par décapitation de plus de 4500 otages. C'est sûr que ça casse un peu le mythe du grand-père gentil, inventeur de l'école. Charlemagne met en place une suite de règles extrêmement strictes dans les anciennes régions païennes, où chaque manquement au règlement du christianisme peut mener à la mort. La guerre face aux Saxons prend fin en 785 et leur chef accepte le baptême et fait allégeance à Charlemagne. Les lois sont donc revues et la peine encourue n'est plus la mort mais une amende. Charlemagne va alors continuer sa politique de christianisation, allant de la Bretagne jusqu'aux confins des terres germaniques. Charlemagne devient alors l'homme le plus puissant d'Occident. Il parvient à soumettre les Germains, il réussit donc là où avaient échoué les Romains. Charlemagne règne en maître sur l'Europe. Quasiment toute l'Europe de l'Ouest est sous les ordres du monarque franc. À cet instant, Charlemagne va être à nouveau sollicité par le pape. En effet, le pape Léon III est victime d'un coup d'État. Alors en pleine procession, le pape est attaqué, capturé, puis emprisonné. Il parvient à se faire délivrer par un duc franc avant de prendre la fuite pour aller chercher de l'aide auprès de Charlemagne. Là, ce dernier y voit une ultime occasion de réaliser son rêve et de faire renaître officiellement un empire en Europe. Charlemagne prend la route de Rome avec le pape et parvient à le remettre sur son trône papal. Il en profite alors pour organiser son couronnement en tant qu'empereur. Le 25 décembre de l'an 800, Charlemagne est sacré empereur d'Occident. C'est la naissance de ce que l'on va appeler le Saint-Empire romain germanique. Charles a maintenant une soixantaine d'années et règne maintenant sur un empire colossal. Il va donc se poser un peu et laisser les guerres de côté. Il fait d'Aix-la-Chapelle le cœur de son empire et il fait construire dès 800 une gigantesque cathédrale. Mais
Mais il est un peu amer. Il se rend compte que son titre d'empereur ne change au final pas grand chose, et qu'il est désormais temps de s'intéresser aux affaires internes de l'Empire. C'est là que naît le mythe du Charlemagne qui aurait inventé l'école. Bon, sauf que évidemment c'est faux, hein, l'école ça existait déjà depuis l'Antiquité, mais Charlemagne va le remettre au goût du jour. Il accorde en effet une grande importance à l'éducation, et surtout chez les enfants destinés à devenir des religieux. Car oui, l'éducation n'est pas accessible à tous. Ce sont d'abord les aspirants religieux qui en profitent, et ensuite les fils de nobles. L'intérêt principal de cette éducation était bien évidemment la compréhension des textes sacrés, et le plus important d'entre tous, la Bible. Car oui, c'est un peu embêtant de ne pas pouvoir lire le livre sacré de la religion auquel on croit. Charlemagne va mettre en place une monnaie unique pour son empire, en quelque sorte l'ancêtre de l'euro, appelé le denier. Et pour administrer son empire, il met également en place les missi dominici, une sorte d'agent de l'État chargé de vérifier l'état des comptes ou bien comment la justice est rendue chez chaque comte ou chaque duc de l'empire. C'est en quelque sorte les prémices de ce qui deviendra plus tard la féodalité. Des tensions vont naître entre l'empire de Charlemagne et l'empire romain d'Orient, notamment sur le plan théologique. Alors qu'à Constantinople on souhaite interdire toute représentation de Dieu, en Occident, il est tout à fait autorisé de représenter Dieu sous les traits d'un homme. Ces querelles vont encore plus éloigner les deux empires, ce qui aura des répercussions sur plusieurs siècles. À la fin de sa vie, Charlemagne est malade et voit son empire commencer déjà à tomber. En effet, l'Europe doit faire face à une nouvelle menace, les invasions vikings, notamment sur son territoire dans ce qui deviendra la Normandie. Il va devoir faire face à plusieurs drames. Ses fils vont mourir les uns après les autres et parmi eux Pépin, son héritier préféré. Il ne lui reste plus désormais que son dernier fils, Louis le Pieux, pour lui succéder. En décembre 813, il tombe gravement malade et développe une pneumonie. Il meurt finalement le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle. Et aujourd'hui, 1200 ans après sa mort, son image semble être restée plutôt intacte. On a encore l'image du roi bon et juste avec sa longue barbe. Alors qu'il ne portait très probablement pas la barbe, hein. Il était à la mode franc, donc avec une grosse moustache. Cependant, on peut lui trouver du tort. Déjà, il a commis pas mal de massacres, c'est également un sacré fanatique religieux. Enfin bref, il a fait beaucoup de choses pas terribles, mais qui pourtant sont relativement oubliées. De la même manière, Napoléon réutilisera son image pour consolider son empire. Et même les nazis l'utiliseront. On se rappelle de la division SS, Charlemagne, composée uniquement de Français, ayant décidé de combattre volontairement pour les Allemands. Mais malgré ça, le Charles garde plutôt une bonne réputation, hein. On a l'image de l'homme qui a pour la première fois tenté d'unifier toute l'Europe. Il a tout de même profondément fait évoluer l'éducation, et a également grandement contribué à fonder l'Europe chrétienne du Moyen-Âge. Merci de regarder cet épisode, pensez au like, aux commentaires et à vous abonner, allez me suivre sur Twitter ou encore Instagram, allez soutenir la chaîne sur Utip avec un don en regardant une pub, et moi je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.